Salut Internet! À la fin de cette vidéo, tu connaîtras l'histoire de 7 sorcières qui ont vraiment existé. Alors, je précise tout de suite, les personnes dont je vais vous parler sont des femmes qui se considéraient comme des sorcières ou que la société a soupçonné d'être des sorcières. Je ne traite personne de sorcière, je vois même pas le mot sorcière comme un terme péjoratif. On va juste parler de 7 femmes qui sortent clairement de l'ordinaire. Marie Bosse, aussi appelée Marie Marais ou encore la Bosse, était une diseuse de bonne aventure, une empoisonneuse soupçonnée de sorcellerie. Elle a été l'une des 3 accusées de l'affaire des poisons. Mais Doc Seven, c'est quoi l'affaire des poisons? Laissez-moi vous remettre dans le contexte. 1679, Louis XIV est sur le trône. Il a comme favorite Madame de Montespan. Lors d'une soirée un petit peu arrosée chez son amie Marie Vigoureux, Marie Bosse donc se lâche un petit peu et raconte à son voisin de table, je cite, « Quel merveilleux travail j'ai! Quelle superbe clientèle! Que des duchesses, marquises, princes et seigneurs! 3 empoisonnements de plus et je me retire. Ma fortune est faite. » Sauf que, dommage, son voisin de table n'est autre qu'un avocat, Maître Perrin. Il comprend très vite que la femme est sérieuse et fait donc parvenir l'information jusqu'à la police. Est ensuite très rapidement mis en place un stratagème pour prendre directement la Bosse, la main dans le sac. Ou la sacoche d'ordinateur. La femme d'un des officiers de police se fait passer pour une femme souhaitant faire assassiner son mari et a besoin pour cela d'un petit peu de poison. Le matin du 4 janvier 1679, Marie Bosse et ses enfants sont arrêtés. Idem pour sa pote, Marie Vigoureux, en raison des liens étroits qu'elle entretenait avec cette famille. Les 2 femmes avouent les faits et dévoilent même le réseau de diseuses de bonne aventure, vendeuses de poison. Tout cela conduit le 12 mars 1679 à l'arrestation de Lavoisin, grande empoisonneuse mouillée dans des histoires de messe noire tenues par Madame de Montespan, la favorite du roi. Marie Bosse est condamnée au bûcher et est exécutée à Paris le 8 mai 1679 avec ses enfants. Alors, sorcière ou pas sorcière, la Bosse? Paysanne de la région de Brie, Jeanne de Brigue a vécu au XIVe siècle. Et évidemment, vous le savez, pour les gens qui ont vécu à cette période, c'est toujours difficile de retrouver des informations, notamment sur sa date de naissance, mais ce qu'on sait, c'est que Jeanne avait une réputation surprenante. Elle avait des dons de voyance et de guérison. Enfin bon, de guérison, elle savait aussi rendre les gens malades. Beaucoup de gens venaient la voir pour se soigner ou retrouver des objets volés. Même le clergé aurait fait appel à ses services. Après un premier passage d'1 an en prison à Meaux, Jeanne rencontre ceux qui la perdront. Hennequin de Ruilly et sa femme Massette. Hennequin est très malade et Jeanne accepte de le soigner, en échange de quoi Massette l'aidera à épouser l'homme qu'elle aime. Malheureusement, la guérison d'Hennequin attire l'attention des autorités et Jeanne se retrouve enfermée au Châtelet. Et croyez-moi, c'était pas du tout une station de métro à l'époque. Son procès commence le 29 octobre 1390 et elle serait la première personne à être jugée en France pour sorcellerie par une juridiction non ecclésiastique, c'est-à-dire pas par l'église quoi. En février 1391, elle est condamnée à périr par le feu et est conduite au bûcher en août de la même année. Qui dit sorcière dit les procès des sorcières de Salem. Alors direction le Massachusetts, aux États-Unis, où se trouve la ville de Salem, et juste à côté, celle de Danvers. En 1692, Danvers s'appelait Salem Village. Il y avait Salem Town et Salem Village. À cette époque, on se le cache pas, ça va pas très bien pour les colons qui sont sur place. Ils se font assiéger par les Amérindiens et l'Angleterre est un petit peu loin pour les aider. Elizabeth Parris, alors âgée de seulement 9 ans, tombe malade. Elle convulse, elle se contorsionne, tout le monde pense à une possession satanique, ce qui n'était pas génial pour l'époque. Il valait clairement mieux avoir un rhume. L'esclave de la maison, une amérindienne du nom de Tituba, n'a pas titubé et a su réagir. Elle prépare pour la petite fille un witch cake afin de savoir qui la possède, mais malheur, elle en parle à Abigail Williams, la terrible nièce du révérend Samuel Parris. Les 2 jeunes filles, Abigail et Elizabeth, accusent ensuite Tituba de sorcellerie et de possession satanique auprès du révérend. En février 1692, un mandat est émis pour l'arrestation de Tituba et de Sarah Osborne ainsi que de Sarah Good, 2 femmes qui, d'après les 2 jeunes filles, ont également participé aux ensorcellements. Sarah Good, comme beaucoup d'autres personnes, a sûrement été accusée à tort de sorcellerie pendant cette chasse aux sorcières. Elle était très pauvre et sa condition sociale a été utilisée contre elle pendant son procès, car les femmes trop dépendantes des autres auraient plus tendance
tendance à pratiquer la sorcellerie. La pauvre femme est pendue le 29 juillet 1692. Sarah Osborne, quant à elle, n'était pas pauvre, mais elle a osé s'approprier l'héritage de son défunt mari au lieu de le laisser à ses enfants. On pense que son ex-belle-famille s'en est mêlée pour la faire accuser à tort. Et malheureusement, Sarah Osborne finit sa vie en prison à l'âge de 49 ans. Et Tituba, alors? Eh bien, Tituba est restée en prison en évitant la pendaison grâce à sa confession hâtive. Elle a fini par être rachetée comme esclave par une inconnue pour la somme de 7 livres. Remontons en Grèce antique. Quoi, mais Doc Seven, t'as des preuves quand même qu'il y avait des sorcières en Grèce antique? Je suis vraiment content que tu me poses la question, très cher ami. On en retrouve la trace dans le discours de Démosthène contre Aristogiton, qui daterait des années 330 avant Jésus-Christ, ainsi que dans 2 autres textes antiques. Théoris de Lemnos est né sur l'île de Lemnos, donc sous la Grèce antique. Certaines parties de cette île appartenant à Athènes, il se pourrait que Théoris soit une femme athénienne. Elle a aussi des enfants, mais aucune mention d'un quelconque mari. Elle est accusée de sorcellerie et d'avoir commis un meurtre par empoisonnement. Parce que, tu vois, Théoris, elle se prenait un petit peu pour une pharmacienne. Tu as mal là? Tiens, bois cette petite potion, tout va bien se passer. Le problème, c'est qu'en plus de soigner des gens, elle fabriquait aussi des poisons et faisait des incantations. Donc bon, même si en Grèce antique, l'usage de la magie n'est pas interdit, le fait de faire des poisons pour tuer des gens, c'est déjà un petit peu plus problématique. Elle se retrouve donc exécutée, avec ses enfants. Mais ouais, son procès est l'un des plus détaillés de tous les procès grecs antiques contre la sorcellerie. Je trouvais ça important de la mettre dans ce top 7. Direction l'Écosse du XVIe siècle et allons plus précisément à Édimbourg, dans la vieille ville, sur la rue du Cowgate. C'est là que vit Janet Boyman et son mari William Steele. Ouais, à l'époque, les femmes écossaises ne prenaient pas le nom de leur mari. Janet avait apparemment des talents de guérisseuse et était très demandée. On dit aussi qu'elle conjurait les esprits pour prédire l'avenir et qu'elle pouvait parler aux fées. Ce qu'il a perdu, c'est qu'elle a prédit la mort du régent d'Écosse, James Stuart, qui fut assassiné en janvier 1570. Les rapports du procès de Boyman font partie des premiers documents parlant d'enchantement, de sorcellerie et de croyances des fées en Écosse. Parce que oui, sa passion pour les fées ne l'a visiblement pas aidé. Je comprends pas trop, pour moi c'est innocent, une fée, non? Son procès a été ouvert en 1570, mais Janet réussit à s'enfuir à Irvine, mais Janet est recapturée 2 ans plus tard, en 1572. Elle sera exécutée le 29 décembre de cette même année. Petite traversée maritime, et bam! On se retrouve en Navarre, où l'Inquisition espagnole est instaurée depuis 1478. Je te le rappelle, hein, l'Inquisition, c'est quand l'Église, à l'époque, forçait la population à bien respecter la religion, sous peine de justice, parfois un petit peu expéditive. Maria de Zozaya est née en 1530 à Errenteria. Là-bas, elle participe aux Aquelarrics, qui sont en fait des réunions de sorcières, ou les endroits où elles font leurs rituels. Mais ces rites sont considérés comme païens, et sont donc punis par l'Inquisition espagnole. Et faut vraiment se dire qu'à l'époque, Navarre, c'était un très haut lieu de la sorcellerie. Un des villages les plus connus, Zugarramurdi, a vu des dizaines de ses habitants passer au bûcher. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement le film espagnol Les sorcières de Zugarramurdi, qui est une comédie beaucoup trop drôle. Ok, petit bond dans le temps, on se retrouve à Logroño en 1609, date du début des procès de sorcellerie au Pays Basque. Maria est arrêtée et jugée avec un groupe de femmes qu'elle est soupçonnée d'avoir embrigadées dans sa religion païenne. Sous la torture et la confrontation des témoins, Maria avoue, tenez-vous bien, s'être transformée en lièvre 8 fois pour poursuivre un prêtre et ses chiens jusqu'à l'épuisement. Elle meurt en prison à l'âge de 80 ans, et ses os seront brûlés lors d'une cérémonie de pénitence publique organisée par l'Inquisition parce qu'elle avait refusé de se repentir pendant son procès. Pour notre dernière sorcière du jour, partons en Pologne, ou plutôt en Prusse à l'époque. Barbara Urbana naît près de Bartoszyce en 1769. Elle a un mariage très court avec un soldat nommé Zdunk, dont elle va prendre le nom de famille. Puis elle va enchaîner les conquêtes amoureuses et aura plusieurs enfants hors mariage. Et puis elle finit par vivre avec Jacob Auster, un ouvrier agricole qui a 16 ans de moins qu'elle. Mais surtout, Barbara est très connue pour adorer la magie. Ça fait jaser pas mal de monde. À partir de 1806, Barbara travaille dans la ville de Rossel.
seul. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1807, un énorme incendie ravage la ville et Barbara est directement soupçonnée. Après tout, aux yeux de beaucoup, c'est une sorcière. Elle est arrêtée et emprisonnée dans le château de la ville où elle passera 4 ans et où ses geôliers mettront sur le marché ses services sexuels, même qu'elle accouche de 2 enfants en prison. Elle finit par être condamnée au bûcher et est effectivement brûlée vive en août 1811 sur une colline pas très loin du château. Ce qu'on peut dire, c'est que sa fin de vie a vraiment été terrible. Bon, j'avoue, cette vidéo n'est pas des plus joyeuses, mais hey, c'est Halloween, la fête qui fait peur et qui peut mettre un petit peu mal à l'aise. En tout cas, moi, ces 7 histoires de sorcières m'ont vraiment passionné et j'espère que c'est ton cas. Oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait, on clique sur la cloche, les notifications, tu connais le package maintenant. Moi, je te dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut Internet.